C'est étonnant, non? 1, 2, 3, 4. Nous sommes le tribunal dont on parle dans le journal, qui juge et qui condamne les messieurs comme les dames, avec ou pas d'innocents. Tout le monde il est coupable. Nous en faisons le serment avant que nous passions à table. Pas question de mentir, pas moyen de s'en sortir. Il y a vraiment rien de pire. Les flagrants délits. L'audience est reprise. Je vous rappelle que nous jugeons aujourd'hui Marcel Marceau, qui est inculpé d'incitation à la censure, avec son personnage Bip, d'usurpation de fonction, en se faisant le porte-parole de la majorité silencieuse, alors qu'il n'est en fait que l'organe des sourds et muets, et d'infraction aux lois sur la construction, en ayant déclaré « Je suis un objet, un symbole, une pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Beaucoup de reproches vous sont adressés par la société et son porte-parole officiel, justement lui aussi porte-parole de la majorité silencieuse, c'est le procureur général de la République des proches françaises qui va vous les adresser. Et avec les oreilles, qu'est-ce que tu fais? Française, Français, Belge, Belge, Tourterelle, Tourtereau, Isabelle, Isabeau, Damoiselle, Damoiseau, Jouvencelle, Jouvenceau, Maquerelle, Macro, Béchamel, Beauchameau, Pucelle, Puceau, Marcel, Marceau. Mon président, mon Saint-Bernard, monsieur l'avocat le plus bas d'Inter, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux, coucou. Mon premier souvenir du mime Marceau remonte à plus d'un quart de siècle. J'étais alors un fort bel enfant bouclé aux grands yeux noisettes, dont les joues de pêche délicatement duvetées. Ça m'excite, j'arrête. J'étais gamin. Des années avant Vogel-les-Mouettes, Marcel Marceau commençait déjà à faire un malheur en fermant la sienne tous les soirs, devant une salle comble. Je crois me souvenir que c'était celle du théâtre Sarah Bernard, aujourd'hui rebaptisé Théâtre de la Ville, pour des raisons qui relèvent apparemment plus du crétinisme municipal à l'état pur que de l'antisémitisme caractérisé. Il était noté, monsieur le procureur, que pendant l'occupation, le théâtre Saint-Bernard s'était appelé le théâtre de la ville. Oui, je comprends très bien, mais qu'après... Vous voulez dire qu'ils sont revenus, peut-être? C'était le théâtre de la cité. Apparemment, les Allemands ont dû revenir sans que je m'en aperçoive. Théâtre de la cité. Parce qu'il s'est appelé Sarah Bernard du temps où Marcel Marceau il passait. Voilà. J'étais petit enfant, j'étais émerveillé. Quelques heures avant le spectacle, donc, j'étais rentré du lycée par le métropolitain. Ça ne m'arrivait pas souvent, mais le chauffeur de maman était au sport d'hiver. Alors que tout petit, déjà, je ne savais pas conduire les automobiles. Or, dans ce compartiment de métropolitain, le hasard voulut que je tombasse sur une demi-douzaine d'individus des deux sexes, c'est-à-dire zigounette ou pilou-pilou, qui gesticulaient désespérément en s'auto-balançant des mandales dans la tronche sans dire un mot. C'était mon premier contact avec une équipe de sourds-muets. De nos jours, grâce aux efforts salutaires des uns et des autres pour une plus grande solidarité entre les hommes, grâce aussi au développement des idées nouvelles qui nous ont permis de comprendre enfin que les handicapés sont des gens comme les autres, nous pouvons nous fendre la gueule tous les jours à la télé en regardant le journal des sourds et des non-entendants. Mais dans les années 50, dont au sujet desquelles que je vous cause, les malheureux sourds-muets n'avaient point encore de tribune pour s'exprimer entre eux et se communiquer un peu de chaleur humaine par le biais de leur désormais traditionnelle danse du scalp sans les jambes sur Antenne 2, tous les jours avant la pub sur les chaînes haute fidélité. C'est d'ailleurs très amusant. Aussi, l'enfant que j'étais, comme tout être humain confronté à l'étrange et à l'inconnu et à la nouveauté, ne pouvait-il qu'être partagé entre une crainte confuse et une très grande commisération pour ces pauvres gens. C'est pourquoi, mesdames et messieurs les jurés, quand le soir même de cette pénible rencontre métropolitaine, le rideau du théâtre se leva sur cet homme,
Mon cœur naïf d'enfant fragile se souleva d'horreur. J'avais été élevé dans l'amour de Dieu et l'application permanente de la charité chrétienne, avec une telle exigence dans le respect des saints sacrements que quelques jours plus tôt, maman avait voulu que l'hostie de ma communion solennelle à la Madeleine fût faite à la main chez Fauchon. Mon cœur tout neuf, disais-je, se souleva d'horreur quand je compris ce soir-là que l'homme que nous jugeons ensemble aujourd'hui, mesdames et messieurs les jurés, ne faisait que gagner ignominieusement sa vie en se moquant ouvertement des malheureux infirmes sourds-muets dont j'avais le jour même touché du doigt l'immense détresse. Je proteste. Non, vous n'avez pas à protester. Ah, Dieu me tripote. Laissez-moi. Jamais, monsieur Marceau, jamais, aussi longtemps que je vivrai, c'est-à-dire une bonne 40aine d'années, j'espère encore, mon Dieu, s'il vous plaît, faites pas le con, réveillez pas mes métastases. Réveillez pas mes métastases, j'ai déjà faim du printemps prochain, je veux rire encore et manger du confit d'oie, s'il vous plaît, mon Dieu, merci. Jamais, disais-je, avant d'être assez grossièrement interrompu par Dieu, jamais je n'oublierai cette journée. D'abord, ces pauvres gens couverts de bleu à force d'essayer de se dire bonjour en s'auto-filant des baffes. Et ensuite, ce monstrueux clown au cynisme glacé, la gueule enfarinée pour pas qu'on le reconnaisse, qui singeait sans pitié ces pauvres sourds-muets devant un parterre repu de bourgeois gloussants et de mémères glapissantes, l'âme au sec et le fibrome dans le vison. Ah, chrétiens, vous ne méritiez pas Jésus-Christ. Bien sûr, je vous l'accorde, mesdames et messieurs les jurés, les infirmes sont ridicules. Mais qu'ils soient... Ta gueule, l'aveugle. Mais qu'ils soient handicapés physiques ou mentaux, est-ce vraiment de leur faute? Je voyais tout à l'heure une immense affiche de Monsieur Tino Rossi. Est-ce sa faute à cet homme? Moumoute en stuc et dents de plastique, la tronche ravalée par les ciments Lafarge, et le bedon replâtré par thermolactyle Babar, le Brumel des momies. Est-ce sa faute à cet homme s'il n'est plus aujourd'hui qu'une prothèse vivante, tellement usagée qu'on dirait Charles Trenet? Non, Marcel, mon lapin. Non, Marcel, vous n'aviez pas le droit de vous conduire aussi bassement. Qu'il soit débile profond, hydrocéphale, trichromosomique ou speakerine à la télévision, les handicapés, moteurs ou carrosserie, ont tous le droit à notre respect. Les aveugles ont le droit de regard sur les sourds. Les sourds ont le droit d'entendre les doléances des muets. Les cul-de-jatte ont le droit de vivre sur un grand pied s'ils en ont les moyens. Et comme le disait récemment sur France Inter l'ineffable docteur Torgman, la quéquette pensante des hôpitaux de Paris, les manchots eux-mêmes ont le droit de prendre en main leur sexualité. Et après tout, Dieu me chatouille, les imbéciles n'ont-ils point le droit de vote? Il n'y a qu'à voir le résultat. Je vous en prie. Monsieur le procureur, Oui, vous avez fait un merveilleux numéro de musical. c'est pas vrai. C'est vrai. J'en suis stupéfait. Mais je veux vous dire une chose. Il est merveilleux votre numéro de musical, mais qu'est-ce que vous prouvez en parlant comme ça? Quoi prouvez-vous? Qu'est-ce que je prouve avec le sujet? Je suis en train de prouver que vous êtes coupable parce que vous vous moquez des sourds et des muets. Justement. Alors, j'ai bien ri parce que votre numéro est merveilleusement bien réglé. Non, c'est vraiment, c'est extraordinaire. Ah Oui. bon, bah, je vais en faire un autre. Vous avez du talent, vous avez du talent. Allons bon. Mais tout le monde a bien compris qu'au contraire, pour les sourds-muets, j'étais un peu leur Laurence Olivier. Ah bon? Oui, évidemment. Parce que ça veut dire quoi? Ces pauvres sourds-muets qui ne pouvaient jamais aller au spectacle parce que justement, on prenait les sourds-muets pour des handicapés mentaux presque à une certaine époque et ils ne pouvaient même pas aller au théâtre parce qu'on parlait, ils ne comprenaient pas. Bien, écoutez, et peut-être que le fait de voir un spectacle de mime leur a donné le goût du théâtre et je crois que ça les a beaucoup marqués. Nous avons eu des élèves sourds-muets qui sont venus à notre école internationale de mime et je vous dirais une chose qui est même extraordinaire, c'est que certains, après avoir fait 3 ans de mime, et que, lorsqu'ils étaient doués, entendaient mieux et parlaient mieux. Ils ont été guéris psychologiquement souvent. Et ça, Moi, c'est ceux très intéressant. que je connais se sont suicidés après non, mais c'est... Non, mais écoutez, non, mais là c'est une plaisanterie et je comprends qu'il faut plaisanter pour le public aussi un peu parce qu'il faut divertir. Mais si on parle mais si on parle, si on parle de la question des sourds-muets, je pense que c'est une question importante et que je crois que le spectacle de mime a beaucoup apporté aux sourds-muets. Monsieur Marceau, oui. Ils seront ravis de vous entendre, mais nous allons continuer d'écouter le procureur, s'il vous plaît. Bien entendu, Merci je continue. beaucoup. Donc, le mime Marceau est coupable. Il vient de s'enfoncer un peu plus loin dans l'horreur, dans le crime.
Et si vous n'êtes pas encore tout à fait convaincus, mesdames et messieurs les jurés, je me ferai une joie de vous le mimer à la sortie. Mais avant de céder la parole à la traditionnelle minute d'expression corporelle ibérique, de mime ibérique, je ne résiste pas au plaisir d'illustrer mon propos par une anecdote authentique, que d'ailleurs Francis Perrin a rappelé il n'y a pas très longtemps, mais c'est une histoire authentique et une histoire d'aveugle. Cette histoire d'aveugle, je la dédie, je suis très sérieux, là, je la dédie tout spécialement aux milliers d'aveugles qui nous écoutent et qui ont, j'en suis sûr, 1000 fois plus d'humour que les faux culs qui leur font l'aumône de leur pitié rabougrie en les baptisant non-voyants avec une pudibonderie de bigot cul pincé tout à fait répugnante. Mais vous allez me dire qu'attendre d'autres de ce siècle gluant d'insignifiance où l'hypocrisie chafouine est instaurée en vertu d'État par la lâcheté même des cuistres officiels qui poussent la fourberie jusqu'à chialer sur la Pologne en même temps qu'ils achètent du gaz aux Russes. Alors... Donc voici pour finir cette histoire authentique. C'est passé un soir que Ray Charles venait de donner un récital triomphal au Royal Festival Hall de Londres. Et après le spectacle, une journaliste débutante, émue aux larmes par tant de talent, est allée l'interviewer en tremblant dans sa loge. « C'était magnifique, monsieur. Vous m'avez fait pleurer, dit cette jeune fille. Il y a dans votre voix déchiré tout l'espoir du monde. C'est plus qu'un chant d'amour, c'est un cri de vie. Mais ce doit être horrible d'être aveugle de naissance. Excusez-moi de vous poser cette question, mais comment faites-vous pour exhaler tant de joie malgré cette nuit totale? Vous êtes enfermé. »« Bof, a répondu Ray Charles. Bof. Faut se faire une raison, ma petite dame. Vous savez, on trouve toujours plus malheureux que soi. Moi qui vous parle, j'aurais pu être nègre. C'est étonnant, non?